Bonsoir à tous. Faut-il entièrement repenser notre système scolaire? Le gouvernement veut refonder l'école, qui, on le sait, est une priorité de François Hollande. Alors que faut-il changer? Comment s'y prendre? Quels sont les tabous? Et puis par ailleurs, quid des autres secteurs de la fonction publique? Doivent-ils effectivement s'attendre à un grand moment de rigueur, pour reprendre l'expression désormais célèbre de la ministre en charge des fonctionnaires, Maryllise Lebranchu? François Hollande pourra-t-il moderniser l'État, moderniser la fonction publique? C'est le sujet de ce C'est dans l'air que nous avons décidé d'intituler ce soir « Fonctionnaires, les gagnants et les perdants ». Alors, pour répondre à vos questions SMS et Internet, nous avons le plaisir d'accueillir sur ce plateau Bernadette Groison. Bonsoir, vous êtes secrétaire générale de la FSU, c'est la Fédération syndicale unitaire, qui est le premier syndicat de l'éducation nationale et la deuxième organisation syndicale de la fonction publique d'État. Et puis vous êtes par ailleurs enseignante en école maternelle. Nous accueillons également Agnès Verdier-Moulinier. Vous êtes directrice de l'IFRAP, c'est la Fondation pour la recherche sur les administrations et les politiques publiques. Et votre dernier ouvrage s'intitule « Les fonctionnaires contre l'État ». Il est publié chez Albin Michel. Philippe Frémaux, vous êtes éditorialiste au magazine Alternatives économiques. Votre numéro de juillet-août titre sur déficit, emploi, pouvoir d'achat, ce que la gauche peut faire. Et puis citons votre dernier ouvrage qui a été écrit avec Nicole Genex et qui s'intitule « Et si on aimait enfin l'école ». Il est publié aux éditions des Petits Matins. Enfin, Christophe Barbier, directeur de la rédaction de l'Express, l'Express qui titre cette semaine « Cocaïne, enquête au cœur de la mafia ». Mais on retrouve également dans ce numéro un dossier intitulé « Hollande, les travaux pratiques ». Alors, fonctionnaires, les gagnants et les perdants. Bernadette Groison, les gagnants, là c'est très simple. Il y a l'éducation nationale, 60 000 postes créés en 5 ans. Pour vous, c'est une très bonne décision, c'est ce qu'il fallait faire et vraiment ça va donner un bol d'oxygène. Écoutez, après 5 années où on a supprimé 80 000 postes et où on a vu tous les dégâts que cela causait dans l'éducation nationale, c'est forcément une bonne nouvelle d'avoir un gouvernement qui dit on va donner priorité à l'éducation et on va créer des postes. Mais la question n'est pas uniquement celle de la création des postes. Et c'est tout l'enjeu du débat qui s'est ouvert hier avec la loi d'orientation et de programmation pour l'école. Nous, on a toujours dit, y compris avec les 5 années difficiles que l'on vient de passer pour le service public de l'éducation, qu'il fallait concilier qualitatif et quantitatif. Et donc tout l'objet, c'est bien sûr de mettre des postes, mais c'est aussi de transformer la manière d'enseigner. L'enjeu, il est simple. Il y a des jeunes qui sont en grande difficulté dans le système éducatif, 150 000 qui sortent sans qualification. Donc, ce qu'il faut aujourd'hui, c'est assurer la réussite de tous les jeunes, en finir avec les sorties sans qualification. Donc, il faut bien sûr des enseignants, des personnels, parce qu'on n'apprend pas sans enseignants et sans personnel, mais aussi, il faut aussi de la formation, il faut repenser les contenus d'enseignants, la manière dont on enseigne, revenir sur les zones d'éducation prioritaire. Bref, quelques questions cibles, urgentes, sérieuses, sur lesquelles il faut travailler. Il y a donc des chantiers. Sur les créations de 60 000 postes, je ne veux pas rappeler cette phrase de Claude Allègre, mais qui avait dit il faut dégraisser le mammouth. Agnès Verdier-Moulinier, vous croyez que c'est une bonne idée de rajouter 60 000 fonctionnaires dans l'éducation nationale? On avait besoin de ça? Écoutez, pour la question du premier degré, c'était un peu tendu parce que le 1 sur 2 avait quand même limité les possibilités pour l'avenir. Donc avant la sixième, on manquait d'enseignants, on manque de personnel, il faut le dire. Même, vous vous en souvenez, pendant la campagne, même l'ancien gouvernement de droite a annoncé qu'il allait faire un moratoire sur le 1 sur 2 pour le premier degré. Pour le second degré, je dirais que nous, la Fondation IFRAP, on est un peu plus partagés. Pourquoi? Parce que finalement, quand on compare les heures de cours données en moyenne par des professeurs du second degré en France par rapport aux autres pays de l'OCDE et notamment l'Allemagne, on voit qu'on a un gros écart. En France, on est autour de 640 heures par an et par professeur d'heures de cours données, tandis qu'en Allemagne, on est au-dessus de 700. Donc, on a une marge d'évolution. Et notre proposition, plutôt que de faire des embauches supplémentaires dans la situation budgétaire très tendue dans laquelle nous sommes, c'était plutôt que tous les professeurs donnent plus d'heures de cours statutairement par semaine. Aujourd'hui, on rappelle qu'un enseignant du second degré, c'est normalement 18 heures de cours par semaine, et un agrégé, c'est même moins, puisque c'est 15 heures de cours par semaine. Là, on a de la marge pour faire donner plus d'heures de cours. Et d'ailleurs, on a vu avec le dispositif heures supplémentaires que les professeurs étaient très friands, pour certains, de faire des heures supplémentaires, de donner des cours en plus. Et donc, pourquoi pas, là, on pourrait économiser. En fait, le fait de faire 2 heures de cours, donner 2 heures de cours de plus pour un professeur par semaine, ça permettrait entre 30 et 40 000 équivalents temps plein.
Christophe Barbier, sur la méthode, c'est une bonne méthode d'annoncer comme ça la création, d'avoir annoncé avant même l'ouverture hier de la concertation pour la refondation de l'école, d'avoir préannoncé, il y aura 60 000 créations de postes dans l'éducation nationale, c'est un fait, je l'annonce. Non, c'est une mauvaise méthode. Et on sait comment c'est advenu dans un moment de campagne électorale ou presque dans l'improvisation, en tout cas dans l'émotion. François Hollande avait mis ce chiffre dans le débat. Électoralement d'ailleurs, il n'avait pas eu tort, puisque ça le mettait un peu plus à gauche que ses camarades de la primaire socialiste, et ça lui permettait d'embrayer sur un nouveau discours vis-à-vis de la fonction publique. Tactiquement bien joué, mais maintenant je pense qu'il est un peu piégé, puisque ces 60 000 dans l'éducation, mais à effectif constant sur la fonction publique, l'oblige à un peu d'équilibrisme, et puis ces 60 000, on va se rendre compte qu'il n'y aura pas que des profs enseignants dedans. Il y aura d'autres types de personnel et ça peut créer beaucoup de tensions, beaucoup de frustration. Il fallait évidemment lancer un grand chantier, pourquoi pas par la concertation inaugurée depuis hier. C'est une bonne méthode. Pourvu qu'on ne tombe pas dans une sorte d'eau tiède et de cogestion consensuelle, pourquoi pas faire une concertation, mais qui soit une concertation clinique et qui parte du constat que le système de l'éducation nationale ne donne plus satisfaction à ses employés. Les profs sont pas très heureux, alors que tant d'eux sont formidables dans leur vocation. Les clients, si j'ose dire, parents, sont pas satisfaits. Et puis ceux qui sont confiés à l'école, les enfants, sont parfois pas tellement aidés. S'il y avait autant de taux d'échec à l'hôpital qu'à l'école, les cimetières déborderaient, il y aurait des émeutes dans la rue. Heureusement, c'est pas le cas. Et puis, on arrive... Non, parce qu'on arrive à réparer derrière, en aval. La société continue à s'occuper des enfants, même en échec scolaire. Heureusement. Mais on manque l'occasion de fabriquer des générations beaucoup plus heureuses et beaucoup plus efficaces. Philippe Frémaux, c'est vrai qu'il y a un piège quand même, parce qu'avoir annoncé tout ça sera à effectif constant. On comprend bien que plus on embauche dans l'éducation nationale, plus il va falloir tailler ailleurs. Oui. C'est assez redoutable comme équation pour les autres qui se disent moi... ça va être la rigueur. On va y venir après. Ce que j'aimerais quand même, c'est qu'on parle de l'école. Parce que dans l'explication de Christophe Barbier, on a l'impression que ces 60 000, c'est juste un petit calcul tactique pour se positionner à gauche par rapport aux autres de la primaire. Je ne peux pas laisser dire ça. Attendez, laissez-moi parler. Je veux dire, la réalité, c'est que de fait, la dépense intérieure d'éducation, c'est-à-dire l'ensemble de ce qu'on dépense en France pour l'éducation, est passée de à peu près plus de 7,6% du PIB en 1990 à 7% du PIB aujourd'hui. C'est-à-dire ça a baissé considérablement en pourcentage. Parce que 0,6% de PIB, c'est beaucoup. Ça fait beaucoup d'argent. Et dans la plupart des grands pays industrialisés, c'est une dépense qui est plutôt en situation de croissance. Alors ensuite, là, le gouvernement, parce que vous auriez pu dire les gagnants et les perdants, il y a aussi les gagnants et les perdants entre les niveaux. Et je veux dire, de ce point de vue-là, je dirais... Une fois n'est pas coutume, je suis assez d'accord avec ce qu'a dit Agnès tout à l'heure. C'est-à-dire que, de fait, on est dans une situation en France où il y a un problème spécifique du premier degré. On a en France aujourd'hui 19,7 élèves par enseignant dans le primaire, c'est 14,5 dans la moyenne de l'Union européenne. On dépense 14% de moins par élève dans le primaire que la moyenne de l'OCDE. C'est pas des chiffres que j'invente, l'OCDE, c'est pas une organisation d'extrême gauche, on le sait bien. Et je veux dire, tous ces gens-là soulignent le fait qu'une des raisons de l'échec scolaire, et du fait que dans les enquêtes PISA, on a des résultats qui montrent qu'on est capable de former une petite élite très brillante, qu'on est capable d'avoir une moyenne de niveau qui n'est pas trop mauvaise, mais qui a trop d'échecs scolaires, sont en partie dus à l'insuffisance des moyens qu'on met dans l'école primaire, et notamment tous les problèmes qui ne sont pas seulement ceux de l'école, mais aussi les problèmes de la petite enfance. Le bouquin que j'ai fait avec Nicole Jonex insiste beaucoup sur ces questions. C'est que ce n'est pas seulement une question de l'école, c'est quelque chose qui commence avec la petite enfance. Et si on veut penser à notre avenir, si on veut penser à la France de demain, si on veut penser au plein emploi de demain, à la richesse du pays, s'il y a un secteur où il faut investir, c'est bien le secteur de l'éducation. Alors, précisément, Philippe Frémaux, le Premier ministre Jean-Marc Ayrault a inauguré hier à la Sorbonne la grande concertation pour la refondation de l'école. L'objectif, c'est d'arriver à une loi d'ici la fin de l'année pour reconstruire notre système scolaire. Alors la première mesure très concrète, on la connaît, bien sûr, c'est l'embauche de 60 000 personnes dans l'éducation nationale sur l'ensemble du quinquennat. Mais l'une des difficultés d'ailleurs sera de trouver des candidats. Le point avec Stéphanie Gillon et Stéphane Morel. La Sorbonne, le Saint des Saints, temple de l'enseignement et du savoir, un lieu symbolique pour un événement symbolique. Le sommet sur l'école, organisé avant même le sommet social de la semaine prochaine. Après la promesse de 60 000 embauches, un nouveau signal fort du gouvernement au monde de l'éducation qui prend acte.
On a demandé une loi d'orientation et de programmation, on nous a dit oui. Le ministre est venu au congrès de la FCPE nous dire qu'il était ministre des élèves, donc vous comprenez bien qu'on a effectivement l'impression d'être entendu. On a demandé à ce que s'arrêtent les suppressions de postes à tire-larigot. On nous annonce 60 000 postes. Bon, non, il va falloir les faire, mais pour nous, ces 60 000 postes, c'est pas la fin en soi. La fin, c'est transformer l'école. Transformer l'école, ou plutôt la refonder. C'est précisément l'enjeu de la grande concertation lancée hier par le gouvernement, qui s'est engagé à faire de l'éducation et de la jeunesse sa priorité. Lorsque l'école est découragée, la France l'est aussi. Mais si l'école retrouve courage, alors la France peut se redresser, se relever, se remettre en mouvement. C'est la mission que nous a confiée le président de la République et c'est la mission que nous tiendrons tous ensemble, d'abord par cette concertation et ensuite par la présentation de la loi d'orientation et de programmation. Une loi promise avant la fin de l'année. Résultat, dès hier, experts, syndicats, associations, chercheurs se sont mis au travail dans différents ateliers. De la réflexion, mais aussi des moyens. Dès septembre, l'éducation bénéficiera de près de 90 millions d'euros de crédits supplémentaires pour financer les nouveaux recrutements et pallier aux suppressions de postes prévues par le précédent gouvernement. Mais le ministre refuse d'endosser le statut de privilégié. Il n'y a pas de privilégié, je voudrais que tous les Français le sachent. D'abord parce qu'à la rentrée 2012, c'est l'éducation nationale qui va être la plus affectée. 13 000 quand même encore suppression d'emplois après toutes ces années. Donc ça fait partie de la refondation d'apprendre à bien calculer. Mais 90%, vous le savez, des heures supplémentaires dans la fonction publique, c'est l'éducation nationale. Ce sont nos professeurs qui contribuent à cet effort d'intérêt national. Donc il n'y a pas de privilégiés. Côté syndicat, derrière le sentiment de satisfaction, se cache également une certaine inquiétude. La création de postes est bien sûr une bonne nouvelle, mais encore faut-il réussir à les pourvoir. On voit qu'aujourd'hui le métier d'enseignant n'attire plus. C'est pas uniquement parce que le métier est difficile, sans doute c'est un des éléments, mais c'est aussi parce que le métier est mal payé. Ce n'est pas l'UNSA qui le dit, mais c'est un rapport de l'OCDE qui a pointé du doigt le fait que les rémunérations des enseignants français est une des plus faibles des pays de l'OCDE. Donc il faudra que dans la durée du quinquennat, on ait à un moment donné ou à un autre des espaces de discussion et de négociation, y compris, j'allais dire, en planifiant sur le moyen terme, mais il faudra qu'on réponde à cette question. Sauf à avoir effectivement des concours qui ne font pas le plein, c'est déjà le cas, ça fait 2 années que ça se reproduit, les choses sont d'ailleurs en train de s'enquister, ça devient inquiétant, c'est-à-dire qu'il serait quand même dommage que, alors qu'on va créer 60 000 emplois, nous ne recrutions pas suffisamment sur ces emplois. Refonder l'école, c'est faire confiance à la jeunesse. En fin d'après-midi, Jean-Marc Ayrault est venu clôturer l'acte 1 de la refondation de l'école. Un comité de pilotage remettra son rapport au gouvernement en octobre prochain. Alors, première question Internet. Ceux qui pensent que les professeurs sont des privilégiés, savent-ils que ce sont eux les moins bien payés à niveau d'études comparable? Bernadette Groison, vous confirmez? Oui, je crois que ça gagne combien? On est un mais chiffre. après, bon, entre 2000, 2400, tout dépend si on est prof des écoles, si on est prof du second degré, à quel niveau on est. On est à peu près autour de ce salaire moyen. Là, c'est effectivement des plus bas salaires dans les pays européens. Donc, il faut savoir qu'effectivement, en Allemagne, un les prof enseignants, gagne. les enseignants, je ne saurais pas dire exactement comment ils gagnent, mais je sais que l'OCDE nous a classés et nous a mis assez loin dans la moyenne. Mais du coup, ça invite à répondre à votre question sur comment on trouve des enseignants, puisque monsieur pose la question en disant on n'est pas très bien payé, ce qui est vrai, on n'est pas très bien payé, et à qualification égale, beaucoup de jeunes vont aujourd'hui, je pense, regarder du côté du secteur privé plutôt que celui de la fonction publique. D'ailleurs, dans certains concours, on manque de candidats, 17 à 20% de carence sur certains concours. Un métier quand même qui est difficile à exercer, et on le sait plus dans certains endroits, mais et qui est quand même aussi un peu stigmatisé. Donc si vous voulez, ça fait quand même quelques conditions qui rendent le métier difficile. Bernadette Groison, vous n'auriez pas préféré qu'on augmente les salaires plutôt qu'on embauche 60 000? Non, mais moi, je ne veux pas choisir entre augmenter les salaires ou choisir des postes, parce que je vais vous dire, on a besoin d'enseignants aujourd'hui pour assurer tout d'abord l'éducation de notre jeunesse. Et quand même, on ne peut pas donner priorité à la jeunesse. Et je pense qu'aucun citoyen que vous rencontrerez vous dira que finalement, l'avenir de la jeunesse lui incombe assez peu. Donc, on a cette responsabilité de donner à chaque jeune sa
chance dans la vie et ça passe par la formation initiale. On a le souci aussi, on y viendra dans le prochain sujet, de relancer l'économie de notre pays et donc on a besoin de qualification. Et donc pour faire face à ce problème qu'évoque monsieur sur on n'est pas très bien payé, c'est un métier difficile et est-ce qu'on trouvera des candidats pour les concours, nous on a mis hier sur la table au lancement de la concertation l'idée de pré-recrutement, c'est-à-dire d'aller aussi regarder dans les universités des étudiants qui se destineraient au métier d'éducation pour les aider à faire leurs études et à leur permettre de rentrer dans les métiers de l'enseignement. Alors, est-ce que c'est un problème que ce métier n'attire plus, puisqu'on nous dit que c'est l'avenir de nos enfants qui est en jeu? C'est un vrai problème. Et comment ça s'explique? On voit que sur certains concours de recrutement, le niveau est très bas et on a du mal à trouver des volontaires parce qu'ils sont attirés vers d'autres métiers plus rémunérateurs. Donc les maths, notamment? Notamment, on n'a pas l'impression que ce sont les meilleurs mathématiciens qui vont aller vers les fonctions d'enseignement. Donc ça peut être inquiétant, surtout quand on voit le poids qu'a cette discipline dans l'avenir des enfants. Mais je crois qu'il faut qu'on change de paradigme parce que dans la situation économique, tout ce qu'on cherchera à faire avec plus d'argent, plus de postes, finira par buter sur les réalités. Bien sûr, il faut que ce pays mette plus d'argent sur l'éducation et la formation. Je suis parfaitement d'accord avec Philippe. Mais pas de l'argent public. Il n'y en a plus. Il faut inciter les entreprises, il faut inciter les individus, les ménages, les fondations. Il faut inciter tous ceux qui ont encore des moyens d'investissement à mettre cet argent dans la formation des jeunes. Et à en être payés de retour, parce que ces filières économiques ou ces fondations, évidemment, après pourront profiter des élites qu'elles auront formées. C'est ça qu'il faut faire. Et de la même manière que pour avoir les meilleurs professeurs, il faut mieux les payer. Pour mieux les payer, eh bien, il faut qu'ils travaillent plus. Et il faut peut-être les payer différemment qu'au nombre d'heures. Il faut peut-être les aider à épanouir des projets personnels. Il faut peut-être leur dire pendant 10 ans, vous serez prof, c'est pas très bien payé, mais après, on vous aidera à passer dans le privé. Il faut peut-être aussi aller chercher des gens qui ont déjà fait une carrière dans d'autres métiers et leur dire, plutôt que de partir à la retraite brutalement, vous allez devenir prof et pouvoir transmettre votre savoir. C'est quand même une expérience humaine formidable à des jeunes pendant un certain temps. Et là, la rémunération devient quand même secondaire. Il faut beaucoup plus d'ingéniosité. Philippe Frémaux, l'idée d'inviter les entreprises à participer, à financer, ça permettrait d'augmenter les salaires, non ? Ce qui m'a fait sourire, c'est que nous explique que les ménages et les entreprises ont les moyens. Peut-être que dans un autre débat, on nous expliquera que les entreprises sont exsangues, et que donc il faut diminuer le coût du travail. Non, c'est de l'investissement, de l'investissement. Aux États-Unis, on sait qu'elles financent les manuels scolaires. J'ai tendance à penser que si les ménages et les entreprises ont les moyens, ce qui est le plus juste et le plus démocratique, c'est de fait de leur faire payer des impôts. Attendez, oui, j'ai bien compris que vous aviez horreur de ça, mais c'est de leur faire payer des impôts qui permettent effectivement de financer une école publique de qualité. Bon, ensuite, sur les salaires des enseignants. Moi, je pense que c'est pas les salaires des enseignants, c'est les salaires en général de la fonction publique. On discutera après de l'austérité, de la rigueur. Par les temps qui courent, on peut faire les deux pour vous. C'est possible. Je pense qu'un des enjeux, je dis pas. Plus de salaires. Je veux dire, Bernadette Loiseau est dans son rôle en disant on veut de meilleures conditions de travail et on veut des salaires. Mais je pense que les questions de l'attractivité du métier d'enseignant sont pas uniquement liées aujourd'hui à une question de salaire. Une grande partie des gens qui font ce métier, s'ils l'ont choisi, c'est parce qu'ils avaient d'autres objectifs dans la vie que de gagner beaucoup d'argent. Ils avaient des objectifs qui étaient aussi d'avoir un métier qui ait du sens. Et il n'y a rien de plus beau que d'enseigner. Moi, je l'ai fait pendant 10 ans. Ça a été un très grand moment de bonheur professionnel. Bon, j'ai eu la chance de faire autre chose après. Et c'est vrai que c'est bien de pouvoir faire différentes choses dans sa vie. Mais il y a des gens qui le font toute leur vie et qui sont très contents de le faire toute leur vie. Alors pourquoi ? Mais parce que c'est merveilleux. Mais en revanche, ce qui est vrai, c'est que les conditions de travail se sont souvent dégradées et qu'une partie des enjeux, des réformes, effectivement, qu'on peut proposer aujourd'hui sur les transformations des méthodes de travail, sur les transformations de l'organisation des écoles, elles ont aussi pour objet de faire que le métier devienne un métier qui soit plus attractif, plus agréable à exercer et aussi qui ait de meilleurs résultats. Parce qu'un des facteurs de la dévalorisation du métier aux yeux des enseignants aujourd'hui, c'est que les enseignants, bien souvent, ils souffrent dans leur métier parce qu'ils voient des enfants qui sont en échec scolaire et qu'on ne leur donne pas les moyens de faire ce qu'il faut pour les sortir par le haut de cette situation. Et quand vous avez l'impression que si vous sortez un numéro de l'Express et que c'est un mauvais numéro, imaginons, ce qui n'arrive jamais. Ça peut arriver. Non, mais imaginons. Mais on a une frustration terrible. Mais voilà, vous pensez que c'est très frustrant. Bien, c'est la même chose. Un enseignant qui enseigne devant 30 gamins et qui, au début de l'année, on lui donne des gamins qui ont déjà beaucoup de difficultés, qui ont du mal. Vous êtes en maternelle, vous connaissez ça. Je veux dire, il y a déjà un acquis familial. Et si on pouvait les aider. Mais parce que aussi, l'école n'est pas responsable de tout. L'école n'est pas responsable de tout. Elle hérite aussi d'enfants dans une société où les inégalités se sont creusées. Donc il y a les écoles ghetto, c'est la carte scolaire qui pose problème. Il y a tous ces enjeux-là, toutes ces questions-là sont posées. Mais dans une société plus inégalitaire, l'école ne peut pas tout. Maintenant, elle peut faire des choses. C'est pas parce que la société va mal qu'il faut dire on peut rien faire dans l'école. Elle peut faire des choses et il faut essayer de les faire.
Petite question, sur cette grande concertation qui va durer 3 mois, où on réunit 500 personnes pour phosphorer et refonder l'école, vous croyez que ça va aboutir à quelque chose, à réunir 500 personnes? Ça peut arriver sur des positions fortes et on va vraiment... je sais pas, il y a des gens qui disent qu'il faut peut-être ne plus faire collège-lycée, mais peut-être raccrocher le collège. J'ai lu ça avec le primaire. Est-ce que ce genre de décision pourrait naître de cette concertation? Bien sûr, on espère que ça va changer les choses parce que tout le monde est d'accord autour de ce plateau pour dire que finalement, l'école est à bout de souffle, que personne n'est vraiment content, ni les professeurs, ni les parents, ni finalement les élèves. Quel avenir pour ces élèves qui finalement sortent avec des niveaux qui sont très moyens par rapport aux classements internationaux? Et donc la question peut-être qu'on pourrait poser, c'est quelle école pour demain? Quelle école différente? Quand vous dites à bout de souffle, ça veut dire que dans une génération, si on ne fait rien, nos enfants iront dans le privé. Il n'y aura plus d'école publique. Non, mais c'est même pas une question de public et privé. Nous, on a fait une étude à la Fondation IFRAP qui montre qu'avec les mêmes moyens, ou des moyens même inférieurs, dans le privé, on arrive à avoir des résultats qui sont au moins aussi bons, voire meilleurs. Hein, il y a un seul indicateur qu'on peut utiliser, c'est la valeur ajoutée. Hein, et là, dans les 100 premiers lycées, il y a 62 lycées qui sont des lycées du privé sous contrat. Et quand on regarde, quand on regarde les chiffres, attention, en Pays de Loire, par exemple, l'offre privée et publique est quasiment identique en termes de taille. Attendez, donc on peut dire qu'il y a une vraie émulation, une vraie concurrence, une saine émulation. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'est pas content dans le privé, il peut vite aller dans le public et inversement. Et là, on voit que le niveau... Et tout le monde dans l'éducation nationale, tous les gens honnêtes vous le diront, le niveau des lycées et des collèges des Pays de Loire sont supérieurs à la moyenne française. Les résultats des élèves sont supérieurs. Ce sont des études internes au ministère qui le montrent. Pourquoi ? Parce que la concurrence, la diversité, on parle beaucoup de diversité aujourd'hui, eh bien il faut du choix. Les parents, ils veulent du choix. Quand ils ont un enfant qui est en retard, ils ont envie d'avoir la possibilité de le mettre dans une école spécialisée, publique ou privée, mais d'avoir ce choix. Et autour de nous, on a tous des jeunes parents qui ont des enfants qui ont des problèmes, soit surdoués, soit sous-doués. Et finalement, dans le public, on leur dit souvent, bah écoutez, on peut rien faire, mettez-le dans le privé. On comprend bien, la concurrence, l'émulation, ça fait un peu de bien, non? Ça évite de s'endormir. Je crois que l'école publique a cette grande chance, c'est d'accueillir tous les enfants de la République sans choisir, contrairement à l'école privée qui, excusez-moi, quand même choisit ses publics. Et nous sommes quand même dans un pays, et PISA l'a montré, où la corrélation entre les inégalités sociales et les inégalités scolaires est la plus forte. Nous sommes en pleine crise économique et sociale. Donc, l'école publique a la responsabilité de tous les jeunes et de tous les faire réussir, ce qui n'est pas le cas de l'école privée. Et d'autre part, moi je ne crois pas que la mise en concurrence fonctionne sur l'éducation comme cela fonctionne dans le privé. Il y a aussi, et je ne suis pas d'accord avec vous sur l'expression à bout de souffle, il y a aussi dans les écoles et dans les établissements des enseignants qui font preuve d'imagination, d'innovation. Et si l'école, à ces dernières années, avec la baisse de moyens qu'elle a subie, avec la stigmatisation qu'elle a connue, si elle a réussi à maintenir le niveau des élèves, y compris au niveau du bac, c'est parce que les enseignants ont fait preuve d'investissement personnel, d'engagement professionnel et d'innovation professionnelle. Et ils n'ont pas besoin pour cela d'être en Loire-Atlantique ou en Bretagne, où il y a dans certaines communes pas d'école publique ou dans certains endroits pas de lycée public pour le faire. C'est un engagement professionnel parce qu'en tant que fonctionnaires, ils se sont engagés, comme on le dit, excusez-moi, ça peut paraître un peu ringard, mais en gros au service de l'intérêt général. Et c'est ça qui les tient. Et par rapport à ce que disait monsieur Barbier sur les investissements, c'est la même chose. Moi, je crois qu'il faut prendre garde quand vous dites ouvrons les investissements aux entreprises, aux fondations. L'école, de la maternelle à l'université, je dirais, est une responsabilité collective en termes d'investissement et en termes d'orientation. Il y a une question d'égalité entre les territoires, d'égalité entre les gens et de responsabilité. N'empêche que maintenant, dans tous les milieux, on voit les gens vouloir mettre leurs enfants dans le privé. Ça doit quand même questionner ça. Parce qu'il y a une difficulté du service public. Enfin, moi, je l'ai dit sans problème. Les 150 000 qui sortent sans qualification, les 15% d'élèves qui sortent du primaire en difficulté. Bien sûr, et c'est l'objet de la loi d'orientation. Fixer des objectifs ensemble sur comment on fait sous la responsabilité collective qui est
celle de l'État pour que la transformation du système éducatif permette la réussite de tous. C'est ça l'enjeu et c'est un objectif atteignable. On a mené une étude à la Fondation IFRAP qui compare les dépenses par élève et par an, publiques et privées sous contrat. Il y a 2 000 € de plus dans le premier degré par élève et par an. Et vous n'avez pas les mêmes élèves, vous comparez des choses qui ne sont pas pour autant, comparables. ce n'est pas une question de moyens. Ce n'est pas qu'une question de moyens. C'est une question d'organisation et de méthode. Et quand on voit qu'on applique une bonne partie des méthodes pratiquées dans le privé sous contrat, parce qu'il faut en effet un contrôle d'égalité, quand on les applique à des situations publiques, ça s'améliore. Évidemment, la vocation des enseignants et la détermination des enseignants n'est pas en cause. Ils sont formidables. C'est l'organisation qui ne va pas. Ce système est à bout de souffle. Il est en train de connaître une chute libre, d'où la fuite dans le privé. Il faut le réorganiser. Par exemple, juste un exemple. Pourquoi les chefs d'établissement n'ont-ils pas plus d'autonomie dans le public pour leur projet éducatif, pour l'animation et le recrutement des enseignants? Pourquoi ils ne peuvent pas considérer un peu plus leur école, leur collège comme une communauté sur laquelle ils ont de la prise et pour laquelle ils peuvent avoir plus d'initiatives? Ce qui s'est fait avec les expériences dites claires. C'est très bien, c'est très bien. Et il faut regarder comment ça marche au niveau expérimental et le généraliser au plus vite, puisque c'est par plus d'autonomie, plus d'initiative que les profs sont plus heureux et que l'école est plus efficace. Philippe Frémaux, est-ce que oui, il faut qu'on change, l'éducation nationale change sa façon de travailler parce qu'elle est en danger et il ne faut pas continuer comme on a fait jusqu'à présent? Il faut que quelque chose change et si oui, quoi? Moi, je suis d'accord avec l'idée que les choses doivent changer. Ce qui rend les choses très difficiles et ce qui fait que bien souvent, la position que peuvent avoir des syndicalistes peut apparaître comme une position défensive. C'est que, de fait, beaucoup de discours qui ont été tenus au cours des 10 dernières années ont été des discours qui étaient extrêmement hostiles, finalement, à l'école telle qu'elle fonctionnait. Ensuite, on entend des discours totalement catastrophistes. Effectivement, l'école n'est pas à bout de souffle. Elle continue à remplir son boulot. Et parler de fuite devant le privé, mais attendez, sortez un peu de votre milieu. C'est beaucoup plus compliqué que ça dans la réalité du pays. 150 Et en 000 revanche, élèves non mais attendez, en revanche, ils sortent sans rien. Oui, attends. C'est pas exactement sans rien. C'est niveau BEPC, sans diplôme qualifiant. Mais en revanche, là où je serais d'accord avec vous, c'est que de fait, il y a des changements d'organisation qui doivent être faits. Il y a des changements qui doivent être faits qui donnent à la fois, sans remettre en cause l'autonomie pédagogique des enseignants, parce que c'est quelque chose auquel moi je pense qu'on doit être très attaché dans une société démocratique, mais qui doivent sortir les enseignants de la solitude dans laquelle ils sont dans leur classe. Je pense que bien souvent, notamment dans le primaire, où on est seul dans sa classe toute l'année, pendant les 24 heures de cours qu'on a, on se retrouve dans une situation où s'il y a un problème avec des élèves, ce genre de choses, il n'y a pas un autre collègue qui peut venir les prendre en charge pour un moment, ou soi-même les prendre en charge au moment où l'autre collègue va prendre l'ensemble du groupe. Il y a plein d'initiatives pédagogiques qui ont été testées, ici ou là d'ailleurs, et qui produisent des effets qui sont des effets positifs. Bon, alors ensuite, il y a aussi une culture de l'institution. Dire, c'est pas faire injure aux enseignants que de dire qu'on est dans un pays où, historiquement, l'école a toujours porté un projet d'élitisme républicain, de dégager les meilleurs. Moi, je me souviens, étant enseignant, d'avoir des profs qui, au bout de 15 jours, disaient « Est-ce que ta tête de classe se dégage ?» Vous voyez, oui, ça a changé, mais j'ai entendu ça. Bon, donc c'est des choses qui sont lourdes. Donc le fait que les enseignants aient pour préoccupation que tout le monde progresse, que tous les enfants réussissent, c'est aussi quelque chose qui doit changer, mais ça suppose qu'on leur donne aussi les moyens d'y parvenir. Je veux dire, quand en maternelle, vous héritez de 30 enfants, vous n'avez pas la possibilité d'avoir un dialogue direct avec chaque enfant au cours de la journée. Or, c'est essentiel pour que les enfants fassent des progrès dans l'acquisition du langage, qui est la condition sine qua non pour qu'ils apprennent à apprendre. En tous les cas, l'éducation nationale, on l'a compris, est l'une des priorités de ce quinquennat. Avec la justice et la police, ce seront donc les 3 ministères où les effectifs augmenteront. En revanche, comme le nombre de fonctionnaires, lui, doit rester stable, eh bien d'autres ministères vont devoir voir leurs effectifs diminuer. Marie-Lise Lebranchu, la ministre de la fonction publique, a-t-elle fait une gaffe cette semaine en déclarant mercredi au sujet des fonctionnaires, donc des ministères non prioritaires, ce n'est pas une cure d'austérité, mais c'est un grand moment de rigueur qui les attend. Alors Clémence Delabaume et Jean-Pascal Bublek sont allés interroger la ministre des fonctionnaires de la fonction publique qui effectivement semblait un peu regretter ses propos. La situation financière de la France est grave.
effectivement grave. Alors, nous n'en sommes absolument pas responsables, hein, depuis simplement quelques semaines que nous sommes au gouvernement. La fonction publique n'en est pas responsable non plus, mais nous prenons acte ensemble et avec sérieux, j'ai dit à ce moment-là avec rigueur, et ça a ouvert le débat que vous dites, de la situation. L'utilisation du mot rigueur est une utilisation qui devient difficile. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu, dans notre histoire, des retournements, l'arrivée d'une politique de rigueur, et on pense à le post-81, 82, 83, 84, où tout d'un coup, après avoir dépensé, on en a appelé à la rigueur, qui avait dire une réduction brutale de la dépense. Or, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Et en particulier, ce n'est pas le sujet de la fonction publique. Et c'est en cela que l'utilisation du mot rigueur, de ma part, n'était sans doute pas la meilleure des idées que j'ai eues. Une baisse de 2,5% des effectifs dans les ministères non prioritaires, ça correspond à combien de postes supprimés par an? Alors, à l'heure où je vous parle, je n'ai même pas regardé ça, voyez-vous. On parle de 15 000 postes par an, soit 2 fonctionnaires sur 3 dans certains ministères pour garder un nombre de fonctionnaires stable. Ce sont des estimations. C'est une réalité. Mais à quel rythme? Comment? Avec quels instruments d'évaluation? Moi, je ne peux rien vous dire sérieusement avant d'avoir lu l'évaluation que nous avons commandée, le Premier ministre l'ayant signée lui-même, évaluation de la RGPP que nous avons commandée à la direction ad hoc. Je ne peux rien vous dire avant d'avoir partagé mon diagnostic avec les organisations syndicales. Le pouvoir d'achat des fonctionnaires est une grande question. Alors, est-ce qu'on joue comme on vient de le faire? Alors, le mot jouer est terrible. Est-ce qu'on prend en compte le pouvoir d'achat des plus bas salaires de la fonction publique? Est-ce qu'on évolue déjà sur le point, ou est-ce qu'on évolue sur le point d'indice? Qu'est-ce qu'on fait par rapport au jour de carence? Il y a des tas de sujets sur lesquels on ne tranche rien aujourd'hui, puisqu'on va en discuter d'abord avec les organisations syndicales. Donc, mais n'oublions pas. Que le point d'indice soit de nouveau gelé. Je n'ai pas. Si je vous dis que c'est impossible, ça veut dire que je ferme les négociations avec les organisations syndicales. Je ne vais pas le faire. Vous mettez fin, en revanche, aux heures supplémentaires. Pour certains fonctionnaires, ça veut dire une perte de revenus. Pour un professeur qui fait 2 heures, comme c'est souvent le cas, compte tenu de la réduction de la part salariale, puisque c'est là qui le concerne, ça fait à peu près 60 €. Voilà, on prend en compte cet état de fait, mais on s'est engagé, c'est un engagement du président de la République, à créer des emplois. Et si vous prenez les enseignants en particulier, ils ont demandé, fortement demandé, et ils ont raison. Ils ont demandé bien sûr à ce que sur l'avenir, on regarde aussi leur rémunération, leur carrière, bien évidemment, mais ils ont demandé qu'il y ait des postes pour que leur mission, ils puissent la remplir dans de bonnes conditions pour l'avenir de nos enfants, donc pour l'avenir de la France. Voilà. Les fonctionnaires sont prêts à participer à un effort collectif à une condition, c'est que ce soit juste. Que les décisions qui sont prises soient des décisions justes, qu'on arrête de les humilier, parfois de les mépriser, de parler des doublons, de leur inutilité, etc. Qu'on soit juste, qu'on soit précis, qu'on évalue la situation et qu'on marche vers un redressement qui leur donnera aussi à eux, comme à tous les Français, des perspectives. Alors, question Internet, les fonctionnaires vont-ils devoir accepter 5 années de gel des salaires? Puisque je crois que selon la Cour des comptes, c'est ce qu'il faudrait faire. En tout cas, le moment de rigueur est devant eux, c'est évident. C'est évident que l'État va demander à ses agents, aux agents des collectivités locales, de la fonction publique hospitalière, des efforts et des sacrifices. Et moi, je pense que ça peut être très mauvais parce qu'au-delà de la perte de pouvoir d'achat, il va y avoir une profonde démotivation. Et que donc on va avoir de plus en plus une sorte de contraste entre des Français qui veulent que leurs enfants deviennent fonctionnaires pour la sécurité de l'emploi et des perspectives de carrière, d'évolution et d'épanouissement limitées. Donc il faut devenir fonctionnaire pour pas être chômeur, mais si on devient fonctionnaire, on est malheureux parce qu'il n'y a pas d'évolution de carrière, on n'est pas bien et voilà. Si on va dans ce domaine-là, c'est tragique pour le pays. Il faut évidemment complètement changer là aussi les paradigmes. Il faut pouvoir payer mieux les fonctionnaires, continuer à avoir vis-à-vis d'eux des notations plus exigeantes, mais avec en face des progressions plus fortes si on est parmi les meilleurs, et aussi se dire que le tabou de la sécurité de l'emploi doit tomber. Pas forcément l'emploi à vie dans la fonction publique. Surtout pas. Dans notre monde moderne, un emploi à vie, mais c'est une damnation. C'est un destin. Là, c'est un an de grève. Alors Bernadette Groison. Attention, il ne s'agit pas de dire que les fonctionnaires peuvent être évoqués comme ça et jetés à la rue, comme les ouvriers des industries les plus sinistrés. Non. Il faut dire à un fonctionnaire qui rentre dans cette carrière qu'au bout de 5 ans, ou de 7 ans, ou de 10 ans,
Il y aura un point qui sera fait avec sa hiérarchie, qu'en fonction de l'évolution des métiers, des moyens de l'État, si la crise est là, de son évolution personnelle et de ses performances personnelles notées sérieusement, plus sévèrement qu'aujourd'hui. Eh bien, au bout de 10 ans, on fera un point. Et on dira à certains fonctionnaires, dans 2 ans, c'est fini. S'il n'est pas bon, on le vire. Non, pas s'il n'est pas bon, on le vire. Si ça ne va pas, s'il est arrivé au bout de son parcours dans la fonction publique, en 2 ans, on le forme, on le prépare. Et il s'en va de la fonction publique, éventuellement avec un pécule, des indemnités. Et ça me semble pas une grande brutalité, et ça peut être au contraire un formidable épanouissement, parce que ça peut vouloir dire passer d'une fonction publique à l'autre, ou bien passer vers le privé. Et en échange d'ailleurs, des gens du privé peuvent arriver plus tard en cours de carrière dans la fonction publique. Alors Philippe Frémaux, sans aller jusque-là, on voyait bien que Marie-Lise Lebranchu avait l'air très embêtée lors de cette interview, puisqu'effectivement, on a calculé que 2 fonctionnaires sur 3 ne seraient pas remplacés dans les ministères jugés non prioritaires. On peut les citer, ces ministères. Donc c'est la défense, l'agriculture, l'économie, les affaires étrangères, l'écologie. Est-ce que selon vous, c'est plus sévère que ce que faisait Nicolas Sarkozy, est-ce que selon vous, c'est injuste et ça va mal se terminer ? Ou est-ce que non, il y a effectivement de la place? Non, il y a 2 débats. Il y a un débat sur le niveau de contraintes macroéconomiques auquel on est exposé aujourd'hui. Et qui nous oblige à, on appelle ça comme on veut, du redressement ou de la rigueur. Bon, on joue sur les mots, personne n'est dupe, hein, y compris au sein du gouvernement. Et on peut s'interroger de savoir si la rigueur budgétaire extrême qu'on va pratiquer n'est pas quelque chose auquel le gouvernement est contraint, notamment parce que c'est ce qui nous permet d'emprunter sur les marchés à des taux qui sont historiquement bas. Et c'est vrai que le fait d'emprunter à des taux plus bas que ce qui était prévu budgétairement, notamment, nous a rapporté déjà 700 ou 800 millions d'euros depuis le début de l'année. Et de ce point de vue-là, tous ceux qui prévoyaient que, passé l'élection de Hollande, les marchés allaient s'affoler et qu'on demanderait des taux exorbitants à la France, ont été pour leurs frais. On voit bien que la crédibilité du gouvernement dans le domaine budgétaire est entièrement acquise au marché pour l'instant. Bon. Donc, ça, c'est une chose. Et donc, on comprend qu'ils soient extrêmement prudents sur les annonces qu'ils vont faire, et notamment dans la négociation avec l'Allemagne pour obtenir ce qui a été obtenu à Bruxelles, bon, qu'on peut juger insuffisant, mais enfin, c'est des choses qui ont bougé quand même en Europe. Personne de bonne foi ne peut le contester. Il fallait aussi montrer que la France tenait ses engagements, et notamment les 4,5% pour 2012 et les 3% pour 2013. L'interrogation qu'on a, c'est est-ce que cet engagement ne va pas avoir pour effet aussi de casser la croissance et de rendre plus difficile le fait d'être capable de rembourser notre dette dans les années à venir. Il y a cette interrogation macroéconomique. Bon, alors une fois qu'on a dit ça, ensuite, c'est vrai que si on est sur ce cheminement, comme les salaires, c'est une part énorme des dépenses de l'État, c'est logique, parce que l'État, c'est d'abord des enseignants, des militaires, des policiers, des gendarmes. C'est d'abord l'État, il n'a pas des machines, il a d'abord des hommes. Il est évident que si on veut faire des économies, il faut soit limiter les salaires, soit dégager les gains de productivité. Et comme en plus, on a envie d'investir sur l'avenir, on a envie d'améliorer le marché du travail, on se dit, tiens, Pôle emploi, il faut quand même recruter quelques personnes en plus pour animer, s'occuper plus sérieusement des chômeurs. Dans l'éducation nationale, on ne revient pas sur ce qu'on a dit avant. La sécurité, il y a beaucoup de demandes, etc. Encore qu'il y a des pays où il y a de la sécurité et il y a beaucoup moins de policiers par habitant qu'en France. Donc, moi, mais Philippe Frémaux, si on entre dans le concret des mesures d'économie dans les ministères non prioritaires, la Grande-Bretagne aujourd'hui réduit de 20% ses effectifs dans l'armée régulière. Pour ce qui est de l'armée, de toute façon, il y a un plan qui a déjà été adopté sous le gouvernement précédent, qui prévoit que dans les années à venir, on va supprimer 56 000 postes, qui ne sont pas des emplois de militaires prêts à intervenir, c'est plutôt dans l'ensemble de la logistique des armées, d'une partie de la bureaucratie. Et alors, moi, je vais dire, au risque de surprendre, que je pense qu'il y a des gains de productivité à dégager dans toute une partie des ministères qui sont des ministères fonctionnels. C'est-à-dire autant... Lesquels ? À Bercy, notamment. Il y a 200 000 fonctionnaires. Je pense qu'à Bercy, il y a des gains de productivité à dégager. C'est-à-dire que comme maintenant, on ne fait plus sa déclaration, on la fait sur Internet, par exemple. Voilà. Il y aurait besoin de moins de fonctionnaires pour les impôts. Il y a des gains de productivité à dégager. Alors, la question, c'est d'arriver à supprimer des postes là où on peut vraiment dégager des gains de productivité. Et par contre, il y a des postes, par exemple à Bercy, par exemple les suppressions des postes à la DGCCRF, la Direction Générale de la Concurrence, la répression des fraudes. Je veux dire, par exemple, on va peut-être faire une loi en France sur les classes actions. Bon. Moi, vous voyez, l'action de groupe, pour aller tous ensemble se battre contre une entreprise. Bon, pourquoi pas? Mais qu'est-ce qu'on voit aux États-Unis? Aux États-Unis, il y a peut-être moins de dépenses publiques, mais aux États-Unis, vous avez 5 fois plus d'avocats qu'en France.
Bon. Est-ce qu'on veut un pays où il y a 5 fois plus d'avocats en France, ou est-ce qu'on veut peut-être avoir quelques centaines de fonctionnaires en plus à la direction de la concurrence qui veillent à ce que les commerçants, les industriels fassent des produits qui soient des produits sains, etc. C'est une vraie discussion. Voyez. Donc, si on regarde le nombre de fonctionnaires à qui a pu dégager, augmenter, mais pas n'importe où et pas n'importe comment. Dans les collectivités territoriales, Alors, régions, collectivités territoriales. On est passé de 1,2 million à 1,8 million. Il y a un vrai débat sur le millefeuille. Et ensuite, il y a tous les opérateurs de l'État. Ça représente 400 000 personnes. Météo France, ces Météo choses-là. France, bon, Pôle emploi, le CNRS, l'Opéra de Paris, Là etc. aussi, il faut réduire. Et alors, il faut évidemment aller au cas par cas. Moi, honnêtement, on est dans un milieu, moi je suis dans un milieu qui aime bien le service public, qui aime bien payer des impôts pour avoir un service public de qualité, mais chacun connaît autour de soi aussi des structures où on vous dit il y a telle ou telle personne qui n'est pas forcément... Vous buvez du petit lait, là, Agnès Verdier-Molinier. Mais non, mais attendez. Mais en revanche, ce que je voudrais, c'est qu'on sorte des grandes idées générales. Parce que, vous savez, quand on fait des sondages, vous demandez aux gens, est-ce que vous voulez qu'on réduise les dépenses publiques? Ils disent oui. Est-ce que vous voulez moins d'infirmières? Non. Est-ce que vous voulez moins d'instituteurs? Non. Est-ce que vous voulez moins de policiers? Non. Voyez. Donc, les gens, ils veulent à la fois payer moins d'impôts, mais ils veulent plus de services publics. Et donc, la question, c'est que ce service public soit rendu efficacement, hein, on est d'accord, et il faut que cette efficacité, elle passe pas seulement par des miracles et le fait que les fondations et les entreprises vont nous payer du service public, elle passe quand même par un niveau de dépenses publiques élevé et aussi dans des activités qui sont intenses en main-d'œuvre, par le fait qu'on maintient un nombre de personnes nombreuses dans beaucoup de services. C'est toute la question de l'efficience, parce que là, on parle de Bercy. Et on a vu qu'avec la fusion, pour faire en fait la direction générale des finances publiques, on a fusionné 2 directions, on ne va pas rentrer dans le jargon, mais en réalité, on n'a pas baissé le nombre de personnel quasiment. Bon, très peu, et on a accordé des primes très importantes qui coûtent très cher. Sarkozy a été très démago là-dessus. Et ces primes, et au final, quand on fait le bilan de la réforme, on se dit pourquoi on a réformé? Est-ce qu'on a réformé pour faire des économies ou pas? Et je pense que là, il faut revoir tout le prisme de démarrage de la réforme. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire la même chose sur la décentralisation? Mais bien sûr, mais la question au départ, c'est pourquoi on réforme. Aujourd'hui, on est dans une situation des finances publiques qui est sans précédent. On réforme avant tout pour faire des économies. Si l'objectif d'économie n'est pas fixé à l'avance, on ne peut pas y arriver. Quand on a fait le 1 sur 2, dans le précédent gouvernement a pratiqué donc le non-remplacement d'un fonctionnaire sur 2. Mais au final, les dépenses de personnel de l'État, entre 2007 et 2012, elles n'ont pas baissé. Donc la question, c'est comment on fait pour baisser les dépenses de personnel. C'est ce que dit la Cour des comptes. Elle dit ni plus ni moins que ça. Il y a 2 possibilités. Soit, ou même on peut faire 3 possibilités. Soit on réduit le nombre de postes, soit on gèle totalement les rémunérations, mais ce n'est pas juste le point d'indice, c'est aussi l'ancienneté. Donc là, la promotion, c'est-à-dire que les gens ne bougent plus. Hein. Là, je rejoins Christophe sur le fait que les personnels risquent d'être très démotivés. Mais si on ne veut pas baisser le nombre global de personnel, on n'a pas le choix. Il faut geler totalement. Et d'ailleurs, de nombreux pays l'ont fait. Ou alors, on agit sur les 2 leviers. On gèle un peu moins les salaires, mais on réduit quand même les postes. Il y a la question des collectivités locales. Et là, on a beau dire la décentralisation n'est pas responsable de toutes les augmentations de personnel dans les collectivités, les communes ont embauché 500 000 personnes. Bernadette depuis Poison, 1998. c'est un discours que vous pouvez entendre, ça. On sait qu'à l'étranger, il y a eu des baisses d'effectifs très violentes dans les nombres de fonctionnaires. En Angleterre, enfin partout, tous les pays nous entourent. L'Angleterre, il y a qu'aujourd'hui, ils annoncent 20% de moins dans l'armée. On en voit aussi. Italie, Espagne. Mais, écoutez, on en voit aussi les conséquences sociales quand même. C'est-à-dire qu'à un moment, quand vous diminuez les infirmiers, les enseignants, on voit aussi comment on aggrave la situation. Mais est-ce qu'il faut le faire un peu quand même? Non, mais nous, on pense surtout que le débat est assez mal posé. Et ce que j'entends là m'inquiète encore un peu davantage. C'est-à-dire que on cherche à réformer pour faire quoi? Moi, je ne nie pas. Le déficit, vous savez, le déficit. Je vous écoute, Mme Molinier. On ne nie pas le contexte de crise économique et les contraintes budgétaires. C'est une vraie question. Mais avant de traiter cette question, on ne peut pas rentrer dans le débat pour on réforme pour faire des économies. On réforme déjà pour rendre le service public plus efficace et pour répondre aux besoins de la société. On a quand même des enjeux en termes d'égalité sur les territoires, d'égalité entre les citoyens. On veut relancer notre pays. Comment on fait pour relancer l'emploi dans le secteur industriel si on n'investit pas dans l'éducation, la formation, la recherche? Comment on diminue les risques de danger sanitaires si on continue de dégrader
dégradé les nombres de personnel dans les services vétérinaires. On a vu la polémique qui a monté il y a quelques mois sur le sujet des abattoirs. On a vu dans l'équipement comment les conséquences que cela peut avoir sur le réseau routier, etc., etc. Donc la première question, et celle que nous allons poser à la conférence sociale, c'est aujourd'hui de quel service public et de quelle fonction publique on a besoin. Y compris peut-être faut-il revoir des périmètres. Il y a un sujet qui monte aujourd'hui, c'est celui de la question de la dépendance et de l'autonomie des personnes âgées, mais aussi des personnes en situation de handicap. Qui fait ce travail? Qui en a la charge? Question service public ou pas le service public? Donc avant de parler des économies, regardons là où il y a des besoins, regardons sur les territoires et après nous nous poserons cette question. Et quand même sur les collectivités territoriales, moi je veux bien que l'on les couvre de tous les maux, elles ont beaucoup embauché, mais 73% des équipements, des investissements publics, ce sont les collectivités territoriales qui les font, que ce soit les réseaux routiers, les équipements sportifs, culturels, etc. Donc on ne peut pas à un moment transférer, dégager les compétences de charge et dernière chose... Vous allez voir, le sujet est passionnant. Oui, mais dernière chose, je crois qu'à la veille de cette conférence sociale, si on reste dans le paradigme la fonction publique est une charge, on ne répond pas aux questions. Si on la considère comme un investissement, on va voir que non seulement on va dégager des marges, Bernadette Broison, mais on avez-vous va y entendu arriver. parler des victoires de la fonction publique? Eh bien, c'était cette semaine à Paris. C'est l'équivalent du festival de Cannes des fonctionnaires. Alors, bien sûr, dans les allées de la cérémonie, cette semaine, on a beaucoup parlé du nouveau gouvernement et des mesures qui sont annoncées. Et c'est vrai qu'on craignait, enfin en tous les cas, on espérait que les fonctionnaires ne deviennent pas la variable d'ajustement pour faire des économies. C'est un sujet d'Elisa Coudray et d'Yvan Vastio. Regardez-moi. Oui. Le crépitement des flashs et le feu des projecteurs. Séance photo au Conseil économique et social. Une fois n'est pas coutume, hier soir, les fonctionnaires étaient à l'honneur. 36 initiatives de la fonction publique récompensées par la presse spécialisée. 36 nominés, très fiers d'être enfin valorisés. C'est aussi une façon de montrer au public que les fonctionnaires, ils bougent, ils font des choses, quoi. Il faut sortir de l'image traditionnelle où il se passe rien dans la fonction publique, c'est pas vrai. Il se passe plein de choses. Les fonctionnaires travaillent et les agents des établissements publics de l'État qui ne sont pas fonctionnaires travaillent aussi, et les agents des collectivités, oui. Ouais. Et ce soir, c'est une façon de montrer Oui, c'est une façon de montrer qu'effectivement, je ne sais pas si on montre qu'on travaille dur, en tout cas qu'on travaille bien et que ça peut être utile à des tas de gens, et c'est surtout ça qui est important parce qu'on est quand même dans le secteur public et l'idée du secteur public, c'est quand même de faire des choses pour la majorité des gens. Des fonctionnaires bien décidés à savourer leur heure de gloire. C'est qu'en ces temps de crise, les occasions de se réjouir sont plutôt rares. Coupe budgétaire, réduction d'effectifs. Cette année, la rigueur s'est invitée à la 5e édition des rencontres des acteurs publics. 3 jours de conférences et de débats où se croisent fonctionnaires, experts et élus. Parmi eux, Jean-François Verdier, l'un des plus grands patrons de l'administration. Monsieur Verdier, les temps s'annoncent difficiles pour la fonction publique et les fonctionnaires. Non, les temps s'annoncent difficiles depuis plusieurs années parce que l'état des finances publiques est celui que nous connaissons. Les temps sont difficiles pour les fonctionnaires, mais ils savent que le gouvernement est particulièrement attaché à leur situation personnelle, une dimension, une approche humaine des questions. Il n'y a pas de coupe à la hache dans les effectifs comme on a pu le lire ici ou là. Les choses se feront de façon concertée, progressive, en tenant compte de nos contraintes. On a toujours choisi une politique qui est assez différente de celle de nos voisins européens, qui ont taillé très très fort dans les salaires notamment des fonctionnaires, dans les pensions de retraite. Ce n'est pas a priori la voie dans laquelle souhaite s'engager le gouvernement. Les fonctionnaires le savent et on va en discuter avec eux. Surtout tenter de rassurer. Pourtant, depuis une semaine, les mauvaises nouvelles se multiplient. Non-remplacement de 2 fonctionnaires sur 3 dans les ministères non prioritaires, gel des salaires, baisse éventuelle des primes. Avant même l'ouverture des négociations avec les partenaires sociaux, le gouvernement donne le ton, les syndicats fulminent. Mais est-ce que le gouvernement a vraiment le choix? Le gouvernement a toujours le choix, ça a été dit. À un moment donné, c'est un choix, j'allais dire, économique. Soit on part du principe qu'on est uniquement sur la réduction des déficits, et alors on tape sans cesse, comme ça a été fait dans le quinquennat précédent, parce que là on voit vraiment pas de différence sur les fonctionnaires et le service public comme variable d'ajustement.
Ou alors on parle d'une alternative aussi que ce qui relance aussi c'est la croissance, et dans ces cas-là la croissance c'est la consommation. Vous savez, un fonctionnaire aujourd'hui qui est au SMIC ou à peine au-dessus du SMIC, s'il gagne 100 € de plus par mois, il ne les épargne pas, hein, il les consomme. Donc, quelque part, c'est un autre élément de relance par la consommation et par le pouvoir d'achat. Donc, c'est un vrai choix politique. Il faut, dans tous ces sujets-là, changer de cap radicalement. Le changement, c'est maintenant. C'est là-dessus que le président de la République s'est fait élire. Il doit entendre aussi que le changement, c'est maintenant dans la fonction publique. Beaucoup d'attentes auxquelles le gouvernement sera directement confronté dès la semaine prochaine, à l'occasion de la première grande conférence sociale du quinquennat. Alors, question Internet. Depuis 2007, les salaires sont gelés pour les fonctionnaires de base. Quand en sera-t-il de même pour les hauts fonctionnaires? C'est vrai ça d'abord depuis 2007? Les salaires sont gelés effectivement depuis 2007. Je crois que la grande question c'est quand allons-nous lever le gel des salaires des fonctionnaires? Nous on pense qu'il faut le faire dès à présent. C'est une question de justice sociale, de reconnaissance parce qu'on ne peut pas simplement dire les fonctionnaires sont merveilleux, ils sont engagés professionnellement, c'est une vocation et donc puisqu'ils ont cette belle vocation, finalement ils n'auraient pas forcément besoin d'être reconnus financièrement. Donc c'est une question simplement de reconnaissance du travail qu'ils font. C'est quand même aussi une question d'attractivité de la fonction publique. On l'a évoqué tout à l'heure sur l'éducation, on a un vrai souci sur la fonction publique et si on veut attirer des personnels qualifiés, il faut à un moment les reconnaître financièrement et puis quand même à un moment où on parle de la relance, toute la question du pouvoir d'achat de l'ensemble des salariés d'ailleurs, du public et du privé, c'est un vrai élément quand même de relance qu'il faut considérer. Donc il y a quand même un enjeu à ce que cette question ne soit pas taboue et à ce qu'elle soit effectivement traitée très vite. Agnès Verdier-Molinier. Pour moi, les salaires publics ne sont pas gelés depuis 2007. Je me souviens très bien de juillet 2010, où on avait augmenté le point d'indice d'un demi-point. Donc, on a continué à augmenter le point d'indice jusqu'à encore récemment. Non, c'est la grille des salaires. Si, si. Non, ça fait donc, 3 ans que les salaires sont gelés avec une perte de 9% du point. Si vous faites à l'ancienneté le chiffrage, on est à peu près à 2 ou 3% en moyenne d'augmentation des salaires publics. Non. Donc, on ne peut pas dire que ce soit gelé. Alors, en tous les cas, et les hauts pas un peu bizarre les hauts fonctionnaires, puisque c'est la question de notre ils se sont baissés leur salaire de 30%, les ministres, déjà. Oui, attendez, mais ça ne concerne pas les hauts fonctionnaires. Il y a la question de la transparence des rémunérations des hauts fonctionnaires est une vraie question en France. Quand David Cameron arrive au pouvoir au Royaume-Uni, qu'est-ce qu'il fait? Il publie les 172 hauts fonctionnaires qui gagnent plus que lui. C'est une pédagogique, c'est intéressant. En France, quand vous cherchez la grille de rémunération des agents de l'Assemblée nationale, c'est introuvable. Quand vous essayez de savoir combien gagne le président ou le directeur d'une haute autorité administrative, c'est impossible. Pourquoi? Il y a des gros salaires qui se cachent. Non, mais on sait, le rapport de la Cour des comptes, sur l'Assemblée nationale montrait qu'il y avait 23 hauts fonctionnaires de l'Assemblée nationale qui avaient une rémunération de l'ordre de 213 000 € en moyenne par an. Bon, mais, cela dit, on est loin des excès du privé où l'on parle de salaires en millions d'euros. Non, mais la question, on peut toujours faire de l'affichage sur les salaires des ministres, mais ensuite les hauts fonctionnaires, c'est vrai. Je pense qu'il y a de la transparence à avoir sur les rémunérations. Alors, la moyenne des salaires dans le privé est inférieure à la moyenne des salaires dans le public. Selon nos informations, les catégories A+, à Bercy, ont beaucoup augmenté leur salaire ces 5 dernières années. Anecdote, Philippe Frémaux. Les salaires les plus bas sont dans la fonction publique aussi, avec 78% d'agents publics qui sont en catégorie C. Donc n'oublions pas non plus ce paramètre-là. Philippe Frémaux. Une petite anecdote, c'est que un ministre, effectivement, à Bercy, m'a dit une fois qu'il avait eu énormément de difficultés à savoir quels étaient les niveaux de revenus de ses directeurs. C'est pas normal. Allez, et ça, c'est pas normal. Tout de suite, on passe aux questions Internet et SMS. La question, c'est pas de cacher les choses. Ne serait-il pas temps de réformer le statut des fonctionnaires? C'est ce que je disais, je crois qu'il faut mettre tout à plat parce qu'on est entré dans un 21e siècle qui n'a rien à voir avec la situation dont nous avons hérité après 1945. Est-ce que ça s'est fait en Allemagne ou ailleurs? Oui. Ça s'est fait au Canada, ça s'est fait en Allemagne, ça s'est fait dans de nombreux endroits. Il n'y a pas d'emploi à vie pour les fonctionnaires. Ça peut se faire en Allemagne, il y a encore, sur les 4,6 millions d'agents publics, il y a encore 1,6 million de personnels sous statut. Mais ce qui est important de noter, c'est que ce sont uniquement les personnels régaliens. C'est-à-dire que ceux qui sont police, justice, défense, une partie du budget, une partie de la diplomatie. Donc c'est important de ça. L'hôpital public, les entreprises publiques. Ni l'hôpital public, ni les entreprises publiques.
électrique, etc. Mais c'est une vraie question. Les missions de l'État. Qui on protège à vie pour des questions stratégiques et qui on protège pas à vie. Qu'est-ce que l'on cherche à faire et qu'est-ce que l'on vise quand on dit qu'il ne faut plus de statut? Le statut est aussi une garantie pour les usagers parce que le fait qu'il y ait un cadre pour la justice et pour la police, on le comprend, pour la défense aussi, mais pour les autres secteurs, entre une infirmière d'une clinique et une infirmière d'un hôpital, c'est le même travail. Les privilèges, etc., vous aurez un bilan. Donc, question suivante. Le pouvoir d'achat des fonctionnaires va-t-il baisser? Est-ce que leurs salaires vont augmenter moins vite que l'inflation? C'est déjà le cas. De toute façon, cette année, le pouvoir d'achat des Français en général va baisser, et pas seulement pour les fonctionnaires. Parce que de fait, les revenus stagnent, mais pour une raison simple, c'est qu'il n'y a pas de croissance. Donc de ce point de vue-là, les fonctionnaires vont connaître une cure d'austérité, mais ils vont être quand même soumis à la même enseigne que le reste des salariés, je veux dire. Donc pas plus maltraités en tous les cas. Ensuite, il faut voir catégorie par catégorie, entreprise par entreprise, statut par statut. C'est très compliqué. À propos de perdants, qu'en est-il des soignants des hôpitaux publics? On n'en a pas du tout parlé. À l'hôpital public, les salaires gagnent des salaires de misère aussi? Ce sont généralement des catégories qui ne sont pas très élevées et je crois qu'effectivement, dans le milieu hospitalier, il y aurait beaucoup aussi à regarder du côté de la reconnaissance et de la reconnaissance financière. Mais je crois qu'il faut regarder par rapport à la question qui était posée auparavant sur statut, emploi à vie, mobilité, il faut quand même regarder en termes d'efficacité parce qu'à part vouloir dire on voudrait enlever ce qui apparaîtrait comme des privilèges aux fonctionnaires, qu'est-ce qu'on y gagne en termes d'efficacité pour le service rendu? Parce que quand même, le statut, l'emploi à vie, autant une mobilité choisie peut être quelque chose de dynamique, de se dire on a des possibilités de mobilité dans la fonction publique, de passer d'un secteur à un autre avec des retours possibles pour dynamiser, faire des temps de respiration. Tout ça, nous le portons parce qu'on pense que c'est important. Mais c'est pas une chose, c'est pas pareil de dire on laisse la possibilité aux salariés de le faire que de dire on vous met un coup près. Mais qu'est-ce qu'on y gagne en termes d'efficacité pour le service rendu? Il faut que l'État employeur, au nom de la protection des usagers du service public, au nom de la protection des usagers, il faut que l'État employeur puisse se séparer des mauvais fonctionnaires. Enfin, vous savez, question suivante. Il faut donc les évaluer. Combien de mauvais fonctionnaires? J'en ai assez que l'on tape sur les fonctionnaires. Je fais la question suivante. J'en ai assez que l'on tape sur les fonctionnaires. Je crois que c'est ça. Je suis infirmier et cela fait des années que nous subissons des restrictions. Est-ce que c'est vrai à l'hôpital? C'est évident qu'à l'hôpital, et parce qu'à l'hôpital il y a un dévouement exemplaire, parce qu'on ne laisse pas les gens mourir dans les couloirs, il y a un problème d'insatisfaction de tous ces gens-là qui se sacrifient. Par ailleurs, il y a un problème énorme avec les 35 heures qui ont créé des stocks, des accumulations d'heures qui auraient dû ne pas être effectuées. Ça a été une erreur funeste que d'appliquer les 35 heures dans la fonction publique. Là, pour le coup, on aurait eu besoin d'embauche à l'hôpital de 60. Mais on ne peut pas embaucher. Il faut donc là aussi réorganiser complètement le travail. Il y a une question d'absentéisme à l'hôpital qui est aussi très problématique. Tous les rapports de la Cour des comptes, notamment la Chambre régionale des comptes, a fait une étude spéciale sur l'assistance publique hôpitaux de Paris. Et là, on arrive à une moyenne qui est très élevée de 22 jours par agent et par an d'absence. Pourquoi? Les fonctionnaires, question très intéressante, les fonctionnaires feront-ils moins grève si c'est un gouvernement de gauche qui leur impose la rigueur? Est-ce que la gauche saurait mieux s'y prendre? Est-ce qu'on peut regarder aussi les fonctionnaires? Les fonctionnaires, de toute façon, c'est un corps qui fait peu grève. Et statistiquement en France, quand on regarde qui fait grève, la RATP, la SNCF, la RATP beaucoup moins. C'était encore plutôt la SNCF qui avait des pointes sur certaines années d'ailleurs. Mais dans l'ensemble, la France est un pays où le taux de grève est relativement faible désormais. En revanche, je veux dire, c'est pas parce que des gens ont encore la possibilité de faire grève, ça ne veut pas dire que les autres, parfois, n'aimeraient pas pouvoir le faire. Mais est-ce que la gauche, un gouvernement de gauche, saurait mieux s'y prendre pour imposer, on va pas dire la rigueur, mais des réformes d'économie? Dans le passé, il est souvent parvenu à le faire. Peut-être parfois, parce que aussi c'était une rigueur qui était mieux partagée. Bon, alors ensuite d'ailleurs, c'est vrai que quand j'entends Christophe Barbier nous dire il faut absolument licencier les fonctionnaires qui fassent mal leur boulot, je veux dire, vous savez, s'ils partent avec autant d'argent que les journalistes quand ils partent d'une grande rédaction, ça risque de coûter très cher à l'État. Ça risque de coûter très cher à l'État. Quand je vois comment ça se passe dans votre groupe... Il ne s'agit pas de jeter les gens là. Allez, vous êtes en échec. Vous êtes en échec, vous êtes malheureux. Nous, on n'est pas contents de vos services. On ne va pas continuer comme ça pendant 35 ans. C'est quand même l'enfer. Donc il faut trouver des solutions de sortie. L'alignement du régime de retraite des fonctionnaires sur celui des salariés du privé est-il souhaitable
est possible. Mais il est fait. Oui, la dernière réforme. Allez, Agnès. Il n'est pas fait. Mais bien sûr on a fait du chiffrage à la Fondation IFRAP de ce qu'on pourrait économiser. Parce qu'il faut rappeler que c'est préoccupant parce qu'au niveau de l'État, ce qui augmente quasiment le plus dans le budget, c'est vraiment la charge des pensions des fonctionnaires de l'État. Donc la question, c'est comment on fait pour faire un peu baisser cette charge. Et là-dessus, on pourrait économiser sur 5 ans 15 milliards d'euros si on alignait complètement les retraites de l'ensemble des personnels publics sur les retraites privées. Mais bien sûr que si. Écoutez, en moyenne, les retraites publiques sont beaucoup plus élevées que les retraites privées. Et alors, c'est indéniable, ce sont des chiffres du Conseil d'orientation des retraites. Allez, rapidement, Philippe Frémaux. Les taux de remplacement sont effectivement plus élevés dans la fonction publique si on ne prend pas en compte les primes. L'autre chose, attendez, qui est un élément très important du salaire pour de nombreux fonctionnaires. Et l'autre chose, c'est que de fait, ça fait partie aussi du contrat initial. C'est aussi pour ça que des gens qui ont des niveaux de qualification élevés ont accepté durant toute leur carrière d'avoir des salaires qui étaient souvent des salaires plus faibles que dans le privé. Donc il faut tout comparer. Et de fait, l'alignement qu'on a eu sur les quarantaines, il y a quand même eu une grande alignement. Allez, question. Non. Si les professeurs étaient mieux payés, les enfants seraient-ils mieux instruits ? C'est probable que des gens meilleurs viendraient dans l'enseignement. Parce qu'ils seraient aussi attirés par ça et ça serait bien pour tout le monde. Il faut payer beaucoup mieux les bons fonctionnaires. Mais ceux qui ne sont pas bons, il ne faut pas les faire monter à l'ancienneté. Pourquoi on montrait simplement parce qu'on reste dans un système où on ne donne pas satisfaction. C'est quand même ubuesque. On revient sur la réforme de l'école. Pourquoi le bac à tout prix qui crée des chômeurs ? Et quid de l'apprentissage ? Mais le bac ne crée pas des chômeurs, tout d'abord. Et le niveau, on sait très bien que l'apprentissage, est-ce que c'est aujourd'hui par dépit, par défaut ? Est-ce qu'il ne faudrait pas la valoriser ? Non, mais l'apprentissage ne fonctionne pas de la même manière à tous les niveaux. L'apprentissage, ou plutôt l'alternance au niveau du SUP, fonctionne plutôt bien pour les étudiants. L'apprentissage niveau CAP et BEP fonctionne plutôt mal. Et il y a beaucoup de décrochage, y compris parce que les entreprises, et elles nous le disent, ont besoin plus de gens qualifiés que de gens peu qualifiés. Donc l'apprentissage n'est pas une voie de formation. L'apprentissage est un moyen pour mettre un pied dans le monde du travail dans l'entreprise, mais sous statut scolaire, c'est-à-dire en ayant une formation initiale. Et on sait très bien que la formation initiale scolaire est très importante et elle est une garantie pour asseoir ensuite une bonne formation tout au long de la vie. Donc il faut vraiment privilégier ceci et il faut tendre à ce qu'effectivement le plus d'élèves possible arrivent au niveau du baccalauréat. Les professeurs en Allemagne donnent plus d'heures de cours, mais gagnent 2 fois plus qu'en France. Qu'en pensez-vous ? C'est pas 2 fois plus, c'est 40% de plus. 40% de plus. Sur la logique, on travaille plus. Oui, ils travaillent beaucoup plus, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Ils ont beaucoup d'heures sup. En Allemagne, la discussion aujourd'hui, c'est de passer à la Alltagsschule et de se rapprocher, d'avoir l'école toute la journée et pas seulement le matin, avec une situation où beaucoup de femmes, de fait, ne travaillent pas et c'est aussi où elles travaillent. Elles choisissent de ne pas avoir d'enfants. Donc, ce qui est très rigolo, c'est qu'en Allemagne, on regarde en partie vers la France et en France, on regarde en partie vers l'Allemagne. Mais c'est ça l'Europe. La défiscalisation des heures sup ne permet-elle pas aux professeurs de compenser leur faible rémunération? Alors ça, c'est très rigolo parce que Sarkozy, qui était quand même avec un discours assez anti-fonctionnaire, sans travailler plus pour gagner plus, c'est vrai qu'il a largement profité aux enseignants du secondaire, ceux qui peuvent faire des heures sup, parce que les instituteurs de maternelle, ils n'ont pas droit aux heures sup. S'il reste une heure de plus pour recevoir les parents, etc., c'est pas payé en plus. Mais pour les enseignants du secondaire, mais ces heures sup n'ont pas toujours été choisies, elles leur ont été en grande partie imposées, parce que dans le cadre des suppressions de postes, la façon dont on a réussi à continuer à faire tourner les lycées et les collèges, ça a été d'imposer des heures sup aux enseignants. Ça peut nourrir un peu de ressentiment, ça, dans le corps enseignant? Je ne pense pas. Non, mais parce que je pense que vraiment, ce que veulent les enseignants, c'est un travail qui soit mieux organisé et le temps de bien faire leur cours. Et quand Madame dit, finalement, ils font 15 heures ou 18 heures, ils pourraient en faire un peu plus, c'était le discours de M. Sarkozy qui a beaucoup choqué les enseignants, parce que pour faire 15 heures ou 18 heures, il faut les préparer, il faut travailler. Et donc, je crois que ce qu'il faut, c'est donner les outils aux enseignants, formation, travail en équipe, temps de préparation, pour bien privilégier ce temps éducatif avec les élèves. Je crois que c'est plus vers ça qu'il faut s'orienter aujourd'hui. Les fonctionnaires ont la magnifique responsabilité du service public. Et si on revenait
au service et qu'on s'éloignait du corporatisme. Mais si on regardait aussi les fonctionnaires comme des salariés qui sont engagés professionnellement, qui font leur travail et qui donc normalement ont des exigences, je crois que l'opposition privée-publique est très mauvaise et les fonctionnaires sont des salariés, comme tous les salariés, travaillant effectivement sur leur mission. Merci. Et sur leur Non, je peux plus, il faut rendre l'antenne. Merci beaucoup. C'est la fin de cette émission. Elle sera rediffusée ce soir à 22h50. On se retrouve lundi pour un nouveau C'est dans l'air. Bon week-end à tous. Pour toutes vos questions sur l'actu, C'est dans l'air sur France5.fr.